C'est un immense plaisir d'accueillir une nouvelle fois Marianne Denis, la professeure Marianne Denis de l'Université libre de Bruxelles, présidente de l'Institut d'études européennes de l'ULB, cher Jean Monnet ad personam, membre de l'Académie royale de Belgique, et grande amie et fidèle de l'Institut de la paix et du développement et de son laboratoire de droit international et européen, une fidélité qui est ancienne, un partenariat qui est ancien, et la professeure Denis vient toujours présenter à nos collègues et nos étudiants des thématiques qui sont d'une grande actualité, d'une importance cruciale pour la dynamique de l'intégration européenne. Il y a eu ces dernières années les questions épineuses des valeurs de l'Union. Il y a eu également l'autonomie stratégique et la solidarité énergétique. Je vais laisser immédiatement la parole à la professeure Denis pour ses réflexions sur le recours à l'article 122 du TFUE, qui pose là encore des questions de valeur de l'Union et de démocratie au sein de l'Union européenne. Merci. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, et je suis effectivement ravie d'être une nouvelle fois parmi vous ici et d'être à Nice. Alors effectivement, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un article qui est un article qui n'est pas qui en tout cas jusque récemment n'était pas très connu, l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et ce qui m'a donné le point de départ de ma réflexion est un recours qui a été introduit par le Parlement européen le 20 août dernier. Donc, vous voyez, on est dans l'actualité tout à fait récente. Et ce recours concerne un règlement du Conseil, règlement qui établit un instrument qui s'appelle Agir pour la sécurité de l'Europe par le renforcement de l'industrie européenne de la défense. Instrument SAFE permettant de mobiliser des montants considérables jusqu'à 150 milliards d'euros pour des dépenses en matière de défense. Et le motif unique invoqué par le Parlement européen est que ce règlement serait erronément fondé précisément sur cette disposition qui est l'article 122, ou à tout le moins que le Conseil n'aurait pas motivé de manière suffisante le recours à cette disposition. Alors, par rapport à ça, dans mon exposé, je vais d'abord un peu poser la problématique, puis je vais revenir sur l'historique de cette disposition qui permet de bien comprendre, sur sa portée et sur son application. Alors, qu'est-ce que montre ce recours? En fait, ce recours illustre toute l'ambiguïté de cette disposition. Cette disposition confère au Conseil des pouvoirs non législatifs d'urgence. On dit parfois que c'est l'équivalent du 49.3 français, bien que la comparaison ne soit pas tout à fait appropriée, vous verrez. Alors, d'un côté, cette disposition est saluée pour sa capacité à permettre à l'Union de réagir rapidement aux crises, et dans le même temps, en ce qu'elle permet de contourner le Parlement européen, elle est considérée comme une atteinte à la légitimité démocratique de l'Union. Et cette question de démocratie se pose d'autant plus qu'au cours de la dernière décennie, ou même, je dirais, des 5 dernières années, elle a connu un regain énorme d'application, particulièrement dans le contexte des crises provoquées par la pandémie de COVID-19, puis de l'agression de l'Ukraine par la Russie. L'article 122 est en réalité une disposition d'origine très ancienne.
Elle puise ses racines dans les tout premiers moments de l'intégration européenne, puisqu'elle a évolué au départ de deux dispositions du traité de Rome de 1957, donc le traité établissant la communauté économique européenne. Le premier des articles qui a donné naissance, enfin, qui a évolué vers l'article 122, l'actuel article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est l'article 103 du traité de Rome, qui dispose les États membres considèrent leur politique de conjoncture comme une question d'intérêt commun. Et puis, il y avait un paragraphe 2 disposant que, sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider à l'unanimité des mesures appropriées à la situation. Terme assez ambigu, approprié à la situation. On peut comprendre que c'est en liaison avec la politique de conjoncture, je reviendrai. Et puis, un paragraphe 4 indiquait « Les procédures prévues au présent article s'appliquent également en cas de difficultés survenues dans l'approvisionnement en certains produits. » Dans les années 70, je suis en France, donc je vais essayer de ne pas utiliser des 70, le Conseil a assez abondamment eu recours à cette disposition, plus d'une centaine d'instruments au total, et ce, dans trois domaines principaux. Premier domaine, l'énergie. Alors, il faut se souvenir que dans le traité de Rome, il n'y avait aucune disposition instituant une base juridique spécifique en matière d'énergie. Il faut aussi se souvenir que dans les années 70, il y a eu plusieurs graves crises énergétiques. Et dans ce contexte, on a vu le Conseil prendre tout un ensemble de mesures dans le domaine énergétique, l'obligation de constituer des stocks minimaux de combustibles fossiles, des exigences pour les centrales thermiques. Au moment du premier choc pétrolier, obligation pour les États de mettre un système permettant, en cas de crise, d'interdire certains usages du pétrole, contrôle des prix du pétrole. Lors du second choc pétrolier, quelques années plus tard, des objectifs de réduction obligatoire de la consommation d'énergie, construction de centrales électriques au fioul ou au gaz soumis à une procédure d'autorisation, système de contrôle des exportations à l'intérieur de l'Union du pétrole brut en cas de difficulté d'approvisionnement. Encore en 78, des exigences de performance obligatoires pour les appareils de chauffage, isolation obligatoire à des fins d'économie d'énergie. En 79, notification et enregistrement des importations de pétrole. Donc, tout un ensemble de mesures très importantes qui, par la suite, ont été soit abrogées, soit intégrées dans une législation plus permanente. Deuxième domaine où cet article 103 a été utilisé de manière abondante, c'est la politique agricole commune. Et en particulier, dans les années 70, à nouveau, la politique agricole commune a été confrontée à des graves difficultés liées aux dévaluations et aux réévaluations des monnaies nationales qui provoquaient des perturbations graves des marchés. Et dans ce contexte, le Conseil a utilisé ce fameux article 103 pour réagir rapidement à ces fluctuations monétaires et pour adopter ce qu'on a appelé des montants compensatoires monétaires, c'est-à-dire de neutraliser l'effet des fluctuations de monnaie nationale par rapport à des prix qui devaient être des prix communs pour l'ensemble de la communauté économique européenne. Le Conseil a encore utilisé cette disposition pour suspendre de manière temporaire les droits d'importation à l'intérieur de l'Union suite
à des pénuries de pommes de terre. Alors, les montants compensatoires monétaires sont très importants en ce sens qu'ils ont donné lieu à une affaire qui est une affaire qui était bien connue à l'époque des spécialistes de droit communautaire, qui s'appelle l'affaire Balkan Import-Export, qui est une affaire de 73. Et la particularité de cette affaire, c'est que le Conseil avait au départ prévu d'adopter des mesures pour stabiliser les marchés sur la base en se fondant sur la base juridique agriculture, c'est-à-dire à l'époque l'article 43 du traité CE. Et puis, le Parlement européen, qui dans le cadre de cette procédure devait être consulté, ayant tardé à remettre son avis, le Conseil a décidé de recourir à la base juridique de l'article 103 en court-circuitant en quelque sorte la procédure ordinaire de l'article 43. Et donc, cela a permis à la Cour de se prononcer sur la manière dont l'article 103, qui, je le rappelle, indiquait qu'il s'appliquait sans préjudice des autres procédures prévues par le traité, avec l'article 43. Et cette affaire est très importante parce que, en définitive, c'est la seule fois, il y a donc plus de 50 ans, que la Cour a été amenée à se prononcer sur l'articulation entre les mesures d'urgence et les procédures ordinaires des traités. Et la Cour de justice, dans cette affaire, il y a donc plus de 50 ans, a fixé un certain nombre de critères dont toute la question est encore maintenant de savoir si, au vu des évolutions du texte dont je parlerai par la suite, et au vu de l'évolution des traités, et peut-être au vu de l'évolution de la situation, est-ce que les critères qui ont été dégagés par la Cour dans cette affaire en 1973 restent d'application? En effet, la Cour a dit que, en théorie, normalement, les mesures qui ont été adaptées sur le fondement de l'article 103 auraient dû être prises dans le cadre des procédures prévues par les articles 40 à 43 du traité CE. Et donc, notamment après consultation du Parlement européen. Mais la Cour constate aussi que le délai de mise en œuvre des procédures prévues par ces articles, du fait que cela pouvait conduire à un maintien pendant un certain temps des fluctuations monétaires et donc à des échanges incontrôlés de biens à l'intérieur du marché commun agricole et donc à des perturbations sur les marchés agricoles, que ces échanges incontrôlés et ces fluctuations incontrôlées pouvaient compromettre le bon fonctionnement des organisations communes de marché concernées. Et la Cour en a déduit que, en l'absence de toute prévision adéquate dans le cadre de la politique agricole commune qui aurait permis de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour faire face à cette situation monétaire, il était permis de considérer que le Conseil était fondé à faire usage, à titre intérimaire, des pouvoirs que lui confère l'article 103 du traité. Et par rapport à parmi les éléments que la Cour a mis en avant pour justifier sa solution, elle met en exergue la soudaineté des événements, l'urgence des mesures à adopter, la gravité de la situation, le caractère temporaire de l'état de fait. Et ce qui est important de noter, c'est le caractère temporaire de l'état de fait, pas nécessairement le caractère temporaire des mesures adoptées. Mais par contre, autre élément qui fait que cet arrêt est assez difficile à interpréter, la Cour souligne encore que la situation n'a été que provisoire et que
la base légale de la mesure a finalement été trouvée dans d'autres dispositions des traités. Donc, on voit que la Cour indique qu'effectivement, même si une autre base juridique peut être utilisée, était la base juridique normalement utilisable, ça n'empêchait pas le Conseil de prendre des mesures d'urgence pour faire face à des situations graves et imprévues. Et donc, on a là une première idée sur la manière dont le Conseil peut utiliser des bases juridiques lui conférant des pouvoirs d'urgence. La Cour ajoute que sous ces réserves-là, l'article 103 confère au Conseil les pouvoirs, les compétences nécessaires pour prendre en principe toutes les mesures conjoncturelles qui peuvent se révéler nécessaires pour le maintien des objectifs du traité, pour atteindre les objectifs du traité, ajoutant que si elles étaient privées de pareilles possibilités, inhérentes à toute gestion économique, les institutions seraient dans l'impossibilité d'accomplir dans ces domaines les missions qui leur sont imparties. Enfin, la Cour dit que l'expression mesure appropriée à la situation implique que le Conseil peut, en ce qui concerne la forme des mesures, choisir la mesure qui lui paraîtra la plus appropriée. Je signalerai encore que cet article 103 a également été utilisé dans le domaine de la pêche pour prendre des mesures d'urgence en matière de surpêche, avant que des mesures plus définitives soient adoptées au titre de la politique commune de la pêche, avant qu'il n'y ait une politique commune de la pêche qui se mette en place, ou encore pour prolonger de manière provisoire soit des licences unilatérales accordées unilatéralement de pêche accordées unilatéralement par l'Union, soit pour prolonger des accords internationaux accordant des licences de pêche en attendant le renouvellement d'un accord fondé sur le droit de la pêche. Donc là aussi, on voit pour prendre des mesures intérimaires dans le domaine de la pêche. On a cette première disposition du traité CE, dont on verra qu'elle va correspondre au premier paragraphe de l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et puis, il y avait une deuxième disposition, l'article 108, qui lui concernait la balance des paiements et qui prévoyait qu'en cas de difficulté ou de menace grave de difficulté dans la balance des paiements d'un État membre, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, on est évidemment dans la période antérieure à l'adoption de l'euro. Et là, effectivement, cette disposition prévoit que la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État et que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, accorde le concours mutuel et arrête les directives et décisions fixant les conditions et modalités. Donc, il y avait une différence à l'origine entre les mesures générales qui devaient être adoptées à l'unanimité et les mesures de soutien spécifiques à un État donné qui faisait face à des difficultés particulières dans sa balance des paiements, donc dans l'équilibre des importations et des exportations de cet État par rapport aux autres États membres, où là, les mesures pouvaient être adoptées à la majorité qualifiée. Le texte, ces deux dispositions vont être sensiblement modifiées par le traité de Maastricht, et notamment en raison de l'avènement de l'Union économique et monétaire. Ce qui était contenu dans l'article 103 va être repris dans le paragraphe 3A de l'article CE, mais qui va être formulé de manière différente. Le paragraphe premier de cet article 103A dit « Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider
des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement de certains produits. Donc, en quelque sorte, il s'approprie la manière dont le Conseil avait utilisé l'ancienne disposition, en particulier dans le domaine énergétique. Alors, première modification, on n'est plus dans le cadre de la politique conjoncturelle. D'ailleurs, toute référence à la politique conjoncturelle disparaît avec le traité de Maastricht, et désormais le chapitre qui s'appelait politique conjoncturelle s'appelle maintenant politique économique et monétaire. Et donc, on voit qu'on introduit le terme économique après situation. Donc, désormais, il faut se référer aux difficultés dans la situation économique. Ensuite, il va fusionner les deux paragraphes de l'ancien article 103, puisque les difficultés d'approvisionnement de certains produits deviennent des exemples de situations de difficultés, mais en ajoutant un élément supplémentaire, à ce sens que les graves difficultés, les difficultés qui surviennent doivent être graves. Et par rapport à ça, la doctrine s'est interrogée, est-ce que le fait de ne plus parler de difficultés conjoncturelles, le fait de parler de difficultés économiques, changeait en fait la nature de la disposition? Est-ce que le fait d'une situation d'urgence et de crise disparaissait? Et beaucoup d'auteurs avaient dit que, certes, difficultés économiques, c'était plus large que difficultés conjoncturelles, puisque quand on parle de mesures conjoncturelles, ça veut dire qu'on ne prend des mesures qu'en cas de crise proprement dite, tandis que les difficultés économiques, ça peut être large. Et en même temps, la doctrine avait souligné que, en regardant les travaux préparatoires du traité de Maastricht, il n'avait pas du tout été, on ne voyait pas du tout une intention des auteurs du traité de Maastricht de modifier l'interprétation que la Cour de justice avait donnée de l'article 103 et que donc on restait dans la logique de mesures d'urgence. La difficulté, c'est que la nouvelle version du texte, donc l'article 103A, n'a jamais été, pour ainsi dire, appliqué. Et donc, on n'a pas eu de précision qui était apportée quant à la portée de cette disposition. On est resté devant un grand point d'interrogation. Alors, ça, c'est donc pour les mesures d'ordre général. En ce qui concerne les aides individuelles à certains États, eh bien là, il a fallu tenir compte de l'avènement de l'Union économique et monétaire. Et dès lors, l'ancien article 108, qui traitait donc des difficultés dans la balance des paiements, a été rapatrié dans un article 119 du traité CE, exactement dans les mêmes termes, mais en prévoyant que, à partir de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, donc à partir de l'entrée dans la monnaie unique, cette disposition ne serait plus applicable qu'aux pays bénéficiant d'une dérogation, donc les pays qui ne sont pas membres de la zone euro. Et puis, il est néanmoins apparu nécessaire de maintenir la possibilité d'une aide à des pays connaissant des difficultés graves, et ça s'est fait par l'introduction d'un paragraphe 2 à l'article 103A, qui dit que lorsqu'un État connaît des difficultés ou une menace
sérieuses de graves difficultés en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l'État membre concerné. Lorsque les graves difficultés sont causées par des catastrophes naturelles, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Et il est également prévu que le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise. Et donc là, on a une disposition qui est conçue comme le contrepoids à la clause de non-renflouement qui exclut toute responsabilité de l'Union et des autres États membres pour les engagements des États membres et donc qui dit que les déficits des États membres ne peuvent être renfloués ni par l'Union européenne ni par les autres États membres. Et c'était donc un compromis entre les États membres qui étaient opposés à toute forme de transfert entre États membres et les autres États membres et la Commission qui préconisaient quant à eux un dispositif d'assistance financière. Et donc, on met bien en place un dispositif d'assistance financière, mais qui est strictement limité à des très graves difficultés liées à des événements exceptionnels échappant au contrôle de l'État. L'article 100A va être renuméroté article 100 CE une fois que par le traité d'Amsterdam, sans aucune modification de fond. Le traité de Nice va simplement remplacer l'unanimité par la majorité qualifiée dans les deux paragraphes, donc permet de prendre des mesures d'urgence, soit d'ordre général, soit d'assistance particulière à un État à la majorité qualifiée. Et donc, on est dans cette situation-là jusqu'au traité de Lisbonne. J'ajouterai que le traité constitutionnel avait gardé ces dispositions de manière totalement inchangée, ce qui montrait bien qu'en réalité, le traité constitutionnel n'avait pas du tout passé en revue l'ensemble des politiques de l'Union et que ce n'était pas le grand Big Bang que certains avaient annoncé. Alors, maintenant, j'en viens à l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui, en réalité, reprend presque mot pour mot la disposition de l'article 103A, qui était donc devenu article 100 après le traité d'Amsterdam. Il apporte au texte tel qu'il existait antérieurement deux modifications. Première modification, il va introduire l'exemple de l'énergie. Il va citer en exemple le cas spécifique de l'énergie, alors même qu'en parallèle, il va créer une compétence explicite en matière d'énergie avec l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et puis, il va préciser, s'agissant uniquement du paragraphe 1, que les mesures adoptées doivent être décidées dans un esprit de solidarité entre les États membres. Et dès lors, désormais, l'article 122, paragraphe 1, se lit comme suit. Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie. Cet article ne parle plus de majorité qualifiée, mais je rappellerai qu'il y a une disposition horizontale dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui dit que, sauf lorsqu'il est précisé que le Conseil statue à
la majorité simple ou à l'unanimité, la règle générale est que le Conseil statue à la majorité qualifiée. Le paragraphe 2, quant à lui, reste totalement inchangé par rapport à la version issue du traité de Nice et dispose que lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État concerné. Le président du Conseil informe le Parlement de la décision prise. On a donc deux paragraphes qui prévoient deux types de mesures différentes. Dans un cas, il s'agit de prendre toutes les mesures appropriées à la situation économique en cas de graves difficultés, notamment, mais c'est en particulier, donc ce n'est pas uniquement dans ce cas, et puis des mesures individuelles d'assistance individuelle à un État. Et là, il faut que cet État soit confronté à des graves difficultés en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle. Mais dans les deux cas, on a une procédure qui est une procédure qui permet au Conseil de statuer à la majorité qualifiée sur proposition et qui met le Parlement européen totalement hors course, puisque dans le paragraphe 1, il est tout simplement ignoré, et dans le paragraphe 2, pour les mesures d'assistance individuelle à un État, il est uniquement informé. Maintenant, quand il a fallu se pencher sur la portée de ces deux dispositions, il est vite apparu que le paragraphe 2 était finalement un texte assez clair. On voit très bien quand il peut être déclenché, il faut des catastrophes naturelles ou des événements extraordinaires. Et là, on peut dire qu'il existe une pratique et une jurisprudence assez abondante parce que ces termes catastrophe naturelle ou calamité ou événement exceptionnel est aussi utilisé dans un autre contexte dans le domaine des aides d'État à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et effectivement, on a là toute une série de critères qui ont été dégagés et on sait que les catastrophes naturelles, ça peut être des tremblements de terre, des tempêtes, des éruptions volcaniques ou autres événements causés par les hommes. Et les événements exceptionnels, c'est des événements économiques, financiers, militaires, géopolitiques exceptionnels. Par exemple, une explosion dans une usine ou le, la pandémie de Covid-19 ou les attentats, soit les attentats aux États-Unis, soit les attentats sur le territoire européen. Donc là, on voit très bien de quoi il s'agit. Et puis, le deuxième élément, c'est que il faut que, suite à ces événements extraordinaires ou à ces calamités naturelles, catastrophes naturelles, l'État se trouve en grave difficulté ou menacé par des graves difficultés. Et donc, il y a clairement dans le paragraphe 2 un élément d'urgence qui est présent dans la formulation même de la disposition. Et donc, on voit bien que cet paragraphe 2 permet uniquement une assistance temporaire. Enfin, le paragraphe 1 parle de solidarité. Le terme solidarité n'est pas présent dans le paragraphe 2, mais on peut néanmoins se dire que la solidarité entre les États membres est un principe général du droit de l'Union européenne que l'on retrouve à l'article 4 du traité sur l'Union
et que donc, et par ailleurs, que par nature, octroyer une assistance financière en cas d'urgence exprime une certaine solidarité financière à l'État concerné. Troisième élément, on voit très bien que, toujours du libellé même du paragraphe 2, que l'octroi d'une assistance de l'Union doit être assorti de conditions, puisqu'il vise expressément sous certaines conditions, et donc il faut avoir explicitement des conditions. Donc là, on voit clairement ce que permet le paragraphe 2 quand il s'agit d'accorder une assistance financière individuelle à un État membre. Par contre, la portée du paragraphe 1er est beaucoup moins claire et on est toujours, par rapport à la portée à donner à ce paragraphe 1er, confronté à la question de savoir si les critères que la Cour de justice avait fixés en 73 par rapport à la disposition antérieure et donc par rapport à une politique conjoncturelle restaient, oui ou non, ou dans quelle mesure, applicables aux mesures qui, cette fois-ci, étaient destinées à faire face à la situation économique et plus conjoncturelle. Et on avait tout autant de difficultés sur le point de savoir quelle était l'interprétation à donner aux termes sans préjudice des autres procédures. Et donc, on est là face à des difficultés, d'autant plus que la Cour n'a jusqu'à présent formulé que des indications très elliptiques à cet égard. Concernant le paragraphe 2, la Cour, dans l'affaire Pringle, que vous connaissez sûrement, qui concerne le mécanisme européen de stabilité, a bien laissé entendre que il était normal qu'on ait eu recours à ce mécanisme hors traité qu'est le mécanisme européen de stabilité parce que l'article 122, paragraphe 2, n'aurait pas permis la mise en place d'un mécanisme d'assistance permanent comme celui créé par le mécanisme européen de stabilité. Donc là, on voit que tout ce que la doctrine avait dégagé comme critère pour l'interprétation de l'article, de paragraphe 2 de l'article 122 a été confirmé par la Cour. Par contre, jusqu'à présent, la Cour n'a pas été amenée à se prononcer d'une manière directe sur la portée à donner au paragraphe 1er. Il y a bien 2 arrêts dans lesquels elle se réfère au paragraphe 1 de l'article 122, mais c'est de manière incidente et pas de manière directe. D'abord, dans une affaire où elle avait à préciser la portée de l'article 194, donc pas la portée de l'article 122, mais la portée de l'article 194, qui est la base juridique spécifique introduite par le traité de Lisbonne en matière d'énergie, dans une affaire du 6 septembre 2012, Parlement contre Conseil, la Cour va dire que l'article 194 insère dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une base juridique expresse pour la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie et cette disposition, ainsi qu'il ressort de son libellé, constitue la base juridique des actes de l'Union nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie. Et puis, elle ajoute, une telle disposition constitue la base juridique destinée à s'appliquer à l'ensemble des actes adoptés par l'Union dans le domaine de l'énergie, qui sont de nature à permettre la mise en œuvre de ces objectifs. Et puis elle ajoute, sous réserve des dispositions plus spécifiques prévues par le traité et relatives à l'énergie. Et puis elle ajoute, comme l'a relevé le Conseil, est notamment visé l'article 122 concernant la survenance de graves difficultés dans l'approvisionnement de produits énergétiques, même si les mesures en cause
poursuivent également un des objectifs de la politique de l'énergie énoncé au paragraphe 1 de l'article 194. Donc, on voit, la Cour semble ainsi indiquer que l'article 194 ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures qui viseraient spécifiquement la survenance de difficultés dans l'approvisionnement de produits énergétiques, venant ainsi confirmer toute la pratique du Conseil dans les années 70 à l'occasion des différentes crises énergétiques des années 70. Et puis, la Cour et le tribunal, dont l'arrêt a été confirmé par la Cour, à propos d'une affaire dans laquelle une initiative citoyenne européenne n'avait pas été enregistrée par la Commission, les juridictions de l'Union ont donc dû examiner si c'était à juste titre que la Commission avait refusé d'enregistrer l'initiative, et une des conditions, un des cas dans lesquels, une des raisons pour lesquelles la Commission peut refuser d'enregistrer une initiative, c'est qu'elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre l'initiative citoyenne demandée, que donc la mesure que l'initiative citoyenne demande à la Commission de proposer ne peut pas reposer sur une disposition précise du traité. Et dans ce cadre, l'initiative citoyenne avait envisagé l'habilité d'autoriser un État à ne pas rembourser tout ou partie de sa dette du fait qu'il était confronté à de graves problèmes de financement. On était là face à la grave situation de la Grèce, et par rapport à la grave situation de la Grèce au début de la crise de l'euro, des requérants avaient dit il faudrait que la Commission prenne les actes nécessaires pour finalement permettre à l'État grec de se libérer d'une partie de sa dette pour résoudre ses difficultés économiques. Et les requérants disaient, il y a l'article 122 qui permet de prendre toute mesure face à un État confronté à de graves difficultés. Et on est dans cette situation-là. Et à cet égard, le tribunal et la Cour, reprenant mot pour mot l'arrêt du tribunal, disent que l'esprit de solidarité entre États membres qui doit guider l'adoption par le Conseil des mesures adaptées à la situation économique au sens de l'article 122, paragraphe 1er du traité sur le fonctionnement, implique que ces mesures doivent reposer sur une assistance entre États membres. Donc, on a là une indication. Les mesures peuvent être des mesures qui touchent l'énergie, et puis ces mesures doivent reposer sur une assistance entre États membres. Vous reconnaîtrez que c'est assez maigre comme indication. Alors, je dirais, pendant longtemps, ça n'a pas suscité de difficultés particulières. Comme je l'ai dit, la disposition de l'article 103A devenu article 100 n'a pour ainsi dire pas été appliquée. Et donc, on n'a pas eu de contentieux, ni même de conflit entre les institutions à propos de la portée. Le Parlement européen n'a jamais eu l'occasion de se plaindre, puisqu'il n'y a rien qui a été décidé. Et après le traité de Lisbonne, il en a été de même, finalement, jusqu'à la crise du Covid-19. Puisque, en fait, l'article 122, avant la crise du Covid, n'a été invoqué par le Conseil, n'a donné lieu à un acte du Conseil qu'à 2 reprises. En premier lieu, l'article 122, paragraphe 2, a
servi de fondement à un mécanisme temporaire qui a été mis en place au début de la crise de l'euro, qui permettait d'octroyer une aide financière ad hoc aux États membres qui avaient des difficultés graves dans leur économie. Et ce mécanisme, donc le mécanisme européen de stabilisation financière, avait été utilisé notamment pour accorder une aide financière à l'Irlande, au Portugal et à la Grèce. Néanmoins, lorsqu'il a fallu passer d'un mécanisme temporaire à un mécanisme définitif, comme je le disais il y a un instant, on est passé par un tout autre mécanisme, c'est-à-dire qu'on a créé le mécanisme européen de stabilité qui repose sur un traité intergouvernemental indépendant du traité, des traités CE, et donc on est sorti des mécanismes classiques du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ensuite, en 2016, pour répondre à la grave crise migratoire de 2015, parce qu'on parle toujours de crise migratoire, mais on oublie qu'elle a 10 ans, cette crise migratoire, le Conseil a adopté un règlement créant l'instrument d'aide d'urgence qui, lui, repose sur l'article 122, paragraphe 1er, et qui permet de soutenir les pays confrontés à un afflux important de réfugiés et de migrants, et qui permettait d'utiliser certaines mesures d'urgence lorsque des graves conséquences humanitaires de grande ampleur survenaient dans un ou plusieurs États membres, et uniquement dans des situations exceptionnelles et lorsqu'aucun autre instrument n'était à la disposition des États membres ou de l'Union n'était suffisant. Alors, ce règlement est très important parce que ce règlement a été adopté dans le contexte de la crise migratoire et au début pour faire face à l'accueil d'urgence des réfugiés dans certains pays, mais il visait de manière plus large des crises humanitaires de grande ampleur dans un ou plusieurs États membres. Et donc, en fait, ce règlement a été activé dans le cadre de la crise du Covid-19 en 2020, notamment pour l'approvisionnement en masques, l'approvisionnement en d'autres équipements de première nécessité et même pour la mise en place de tout le mécanisme qui a permis l'achat en commun de vaccins. Donc, on avait un règlement qui a initialement été conçu pour tout à fait autre chose, mais qui était rédigé en termes généraux et qui a servi dans le cadre de la crise Covid-19 pour finalement faire face à la crise sanitaire. Et donc là, on voit un premier élément qui montre que l'article 122 a été utilisé pour la mise en place d'un règlement qui n'est pas limité dans le temps, mais qui ne peut être activé que lorsque des situations d'urgence spécifiques requièrent une réponse solidaire de l'Union. Ce règlement n'a jamais été contesté. Et puis, c'est à partir de la crise du Covid qu'on a vu un recours nettement plus intensif à cette disposition et surtout pour adopter des mécanismes dont l'importance économique est beaucoup plus importante. Dans le contexte de la crise du Covid, il y a d'abord eu un instrument qui n'a pas suscité de grandes difficultés juridiques, c'était l'instrument SURE, comme on l'a appelé, qui était donc un instrument de soutien temporaire pour atténuer les risques de chômage suite à la crise du Covid. Et donc là,
il octroyait des prêts. La Commission pouvait octroyer des prêts aux États membres pour financer le chômage partiel ou d'autres mesures pour protéger les travailleurs. Et à cet effet, la Commission pouvait recourir à l'emprunt, mais c'était un mécanisme temporaire qui d'ailleurs a cessé d'être appliqué à partir de fin 2023. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que dans ce règlement, le Conseil indique qu'il se base d'une part sur le paragraphe 1 en ce que les États garantissent les emprunts de la Commission par des garanties volontaires. Et donc, pour donner la base juridique aux garanties volontaires données par les États, le règlement dit que c'est l'article 122, paragraphe 1, qui permet aux États membres d'accorder ces garanties volontaires. Quant au volet assistance financière aux États, il repose sur l'article 122, paragraphe 2. Et là, on peut dire qu'il reste totalement dans les clous par rapport à tous les critères que j'ai dégagés préalablement, puisqu'on est bien en présence d'une assistance temporaire et qu'on ne peut pas nier qu'on est en présence d'un événement exceptionnel hors du contrôle des États membres. Là où les choses commencent à se compliquer, c'est quand l'article 122 va être utilisé comme base juridique pour le fameux plan Next Generation European Union. Puisque là, on est en présence d'un instrument temporaire, mais temporaire quand même, plus temporaire court, mais quand même pour un instrument qui couvre toute la période 21-27 et qui en plus va avoir des effets par la suite, et qui est destiné à soutenir la relance économique de l'Union par des investissements ciblés dans le cadre spécifique de l'Union. Alors, ce qui est très intéressant à propos de l'instrument Next Generation Union, c'est que le Conseil, un petit peu surpris par la proposition de la Commission, et vous savez aussi qu'il y avait eu pas mal d'opposition entre les États concernant la mise en place de ce mécanisme. Le Conseil européen, au cours duquel les chefs d'État et de gouvernement se sont finalement mis d'accord sur ce mécanisme, a été le plus long de toute l'histoire des Conseils européens. Et donc, pour tenter d'aplanir les dissensions entre États membres, les États membres, ont demandé au Conseil un avis juridique sur la légalité de tout le mécanisme Next Generation Union. Certains États membres espérant sans doute in petto que le service juridique du Conseil conclurait que le mécanisme d'emprunt, que les nouvelles ressources propres, que surtout le fait d'emprunter pour des politiques communes et aussi le recours à l'article 122, tout ça n'était pas très conforme au traité. Et donc, ça a amené le service juridique du Conseil à se pencher de manière très, très, très approfondie sur la portée de toute une série de dispositions du traité et notamment de l'article 122. Alors, première chose à dire, la proposition et le texte définitif, d'ailleurs, se réfèrent à l'article 122 sans préciser le paragraphe, alors qu'on a vu que les deux paragraphes ont une portée très différente. Alors, le service juridique du Conseil va dire, en fait, c'est le paragraphe premier qui est la base juridique appropriée parce que le paragraphe 2, c'est pas parce qu'on n'est pas en présence d'une assistance financière. En fait, pour ça, le service juridique dit ce n'est pas l'instrument de relance qui est fondé sur l'article 122
qui accorde une assistance financière, il se borne à établir les modalités générales d'utilisation des produits des emprunts qui, eux, seront utilisés dans le cadre d'un certain nombre de programmes qui, eux, seront mis en œuvre sur la base de la politique de cohésion. Et donc, l'instrument de relance est en fait la courroie de transmission entre les emprunts, où on doit mobiliser l'article 311, et les programmes eux-mêmes, qui, eux, reposent sur la politique de cohésion. Mais le service juridique du Conseil va dire que le libellé du paragraphe 2, quand il se réfère aux difficultés ou événements exceptionnels susceptibles de justifier l'octroi d'assistance financière, donne une indication sur les types de circonstances auxquelles l'ensemble de l'article 122 est destiné à faire face. Et donc, le service juridique du Conseil va dire que si l'article 122, paragraphe 1, ne précise pas les situations qui justifient le recours à cette disposition, ni la forme ou le contenu des mesures, et que le Conseil dispose d'une vaste marge d'appréciation, quand on lit le paragraphe 1er à la lumière du paragraphe 2, il faut que l'on soit en présence d'une situation d'urgence ou d'exceptionnel, conduisant à de graves difficultés dans la situation économique des États membres, auxquelles il n'est pas possible de faire face aux moyens de mesures ordinaires de l'Union. Et il ajoute que les mesures appropriées doivent être proportionnées à la gravité de la situation et les mesures doivent être temporaires. Elles ne peuvent pas remplacer les mesures de financement ordinaires prévues par les traités. Et donc, il ajoute encore que les termes sans préjudice des autres procédures font ressortir le caractère exceptionnel et temporaire des mesures qui peuvent être adoptées sur cette base. Deuxième élément que souligne le service juridique, comme l'article 122 appartient à un chapitre qui s'intitule Politique économique, les mesures adoptées doivent être des mesures de nature économique. Alors, par la suite, le service juridique a analysé de manière détaillée tout le programme EU Next Generation et il a conclu, mais au terme d'une analyse très détaillée, que au vu du caractère exceptionnel de la pandémie, du fait que cette pandémie était toujours en cours, eh bien, on pouvait effectivement considérer que un soutien destiné à donner je cite, destiné à donner un coup de fouet aux économies des États membres durement touchés par le confinement imposé pour ralentir la circulation du virus, en appuyant les réformes structurelles et les investissements destinés à rétablir la solidité économique des États particulièrement touchés par la crise de Covid-19, s'inscrit effectivement dans la logique générale d'exception de l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et il considère aussi que même si en principe l'article 122 ne peut justifier que des mesures de réaction et pas des mesures préventives, eh bien, au vu des circonstances exceptionnelles et au vu du fait que la crise de Covid était toujours en cours au moment où l'instrument a été adopté, eh bien, les États pouvaient aussi financer des mesures de préparation pour finalement ne pas commettre les mêmes erreurs que celles qui avaient été commises au début de la crise. Enfin, le service juridique de l'Union considère que malgré sa très longue durée dans le temps, on peut considérer qu'il s'agit d'un instrument temporaire. Cet instrument Next Generation Union a fait pour la première fois réagir le Parlement européen. Dans une résolution adoptée en 2022, le Parlement
a invité le Conseil et la Commission à réviser l'accord interinstitutionnel Better Legislation et a dit, bon, cette fois-ci ça va, mais quand même, il faudrait privilégier le recours aux instruments ordinaires. Suite aux hésitations et aux premières récriminations du Parlement européen, en décembre 2020, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont adopté une déclaration commune relative au contrôle budgétaire des nouvelles propositions fondées sur l'article 122 et susceptibles d'avoir des incidences importantes sur le budget de l'Union. Et donc, ça vient organiser un contrôle budgétaire permettant au Parlement européen de jouer un certain rôle de contrôle sur les mesures qui sont adoptées. De son côté, le Parlement européen a révisé son règlement intérieur et il y a désormais un article 138 dans lequel il est prévu que la Commission sera invitée à présenter au Parlement une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles elle choisit, dans ses propositions futures, l'article 122 comme base juridique. Et donc, on peut se dire, on est arrivé à un certain modus vivendi. Et puis, la crise liée au Covid était à peine digérée, dirais-je, que l'Union européenne, le 24 février 2022, a dû faire face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec un impact particulièrement important sur l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne. Et face à cette situation particulièrement problématique, le Conseil a adopté 5 règlements fondés sur l'article 122. Je ne vais pas tous les détailler ici, mais si dans la discussion certains veulent des détails supplémentaires, mais donc il y a eu un ensemble de mesures. Je signalerai simplement que ces règlements étaient effectivement des règlements de durée temporaire, que certains d'entre eux ont purement et simplement cessé de s'appliquer et que d'autres ont été intégrés dans des instruments plus permanent fondé sur l'article 194 du traité, notamment une révision de la directive sur le marché intérieur de l'énergie, une révision de la directive sur les énergies renouvelables. Et donc, on peut dire qu'on est bien là en présence d'une série de règlements qui, à première vue en tout cas, paraissent être assez conformes aux orientations que le service juridique avait données dans son avis juridique. Je signalerai néanmoins plusieurs choses. D'abord, deux des règlements, ont fait l'objet de recours. Et donc, on pourrait se dire, ah, c'est bien, la Cour va donc potentiellement être amenée à préciser la portée de l'article 122, paragraphe 1er. D'abord, il y a eu un premier règlement, un règlement qui établissait des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz, qui a été contesté par la Pologne, mais en réalité,
ce que la Pologne mettait surtout en cause, c'était le fait qu'il était susceptible d'avoir un impact significatif sur les conditions d'utilisation des ressources énergétiques, sur le choix entre différentes sources d'énergie et sur la structure générale de l'approvisionnement énergétique. Et donc, elle disait, en fait, on a empiété sur des compétences réservées aux États en termes de choix de leurs approvisionnements. Et si on veut toucher à ce domaine, il y a une disposition spécifique qui est l'article 192 qui impose l'unanimité au Conseil et donc c'était essentiellement la majorité qualifiée au Conseil. C'était une question intéressante. Néanmoins, la Cour ne sera jamais amenée à se prononcer parce que la Pologne a en définitive retiré son recours. Il y a un deuxième recours qui, lui, est porté sur un règlement qui, pour lutter sur la hausse des prix de l'énergie, avait notamment instauré un plafonnement temporaire des recettes des producteurs d'électricité utilisant des technologies moins coûteuses comme les énergies renouvelables, le nucléaire et la lignite. Et là, il y a un recours, toujours en cours, de la part d'ExxonMobil, qui se plaint des coûts impliqués par cette cotisation. Et on peut dire que c'est un peu piquant quand on sait les bénéfices extraordinaires qu'ExxonMobil a fait, mais ce n'est pas l'affaire. Simplement, il est très douteux que ce recours puisse être jugé recevable par la Cour, par le tribunal, en raison des conditions très, très strictes qui sont mises au recours introduit par des personnes physiques ou morales. C'est vrai qu'on est en présence d'un acte réglementaire, là, il n'y a pas de doute, puisque c'est un règlement du Conseil qui n'est pas adopté selon une procédure législative. On peut mais est-ce qu'il affecte directement le Conseil? C'est vrai que, vu qu'il doit être affecté en raison de sa situation particulière, il y a vraiment des doutes quant à la recevabilité du recours. Et en tout état de cause, le tribunal ne s'est pas encore prononcé. Alors, si on peut dire que les mesures qui ont été adoptées dans le contexte de la grave crise 2022-2023 dans le secteur énergétique, à première vue, ne suscitent pas énormément de difficultés, ou en tout cas, à première vue, on peut penser qu'elles entrent bien dans les conditions de l'article 123, paragraphe 1er, bien que ce serait mieux que la Cour le confirme explicitement. En tout cas, ça a incité le Parlement européen à de plus en plus se poser des questions sur l'utilisation de cette disposition. Et notamment, le Parlement européen a commandé une étude intitulée L'utilisation de l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union, implications institutionnelles et incidence sur la responsabilité démocratique. Alors, je ne suis pas certaine que les conclusions de cette étude aient très fort plu au Parlement européen, parce que, en réalité, l'auteur Marlene Schammon, qui a réalisé cette étude, a une vision plus nuancée de l'article 122 que le service juridique qui avait une vision plus sévère. Puisque, voilà ce qu'il écrit dans cette étude, il convient de comprendre la portée exacte des deux bases juridiques de l'article 122 comme suit. Seul l'article 122, paragraphe 2, constitue une base juridique s'appliquant aux situations d'urgence. Le paragraphe premier ne se limite pas aux situations d'urgence et a donc une portée plus étendue. Il existe cependant deux limites majeures au pouvoir exceptionnellement large conféré au Conseil par ce paragraphe premier. Premièrement,
le recours à cet article à des fins de développement de politique économique ne doit pas porter atteinte aux principes découlant de l'article 2, paragraphe 3 et de l'article 5, paragraphe 1er du traité sur le fonctionnement de l'Union, selon lesquels les États membres restent les principaux responsables de la politique économique. Ensuite, l'article 122, paragraphe 1er, est sans préjudice d'autres bases juridiques. Pour autant, ajoute-t-il, ces autres bases juridiques ne sont pas pour autant absolument prioritaires par rapport à l'article 22, paragraphe 1er. Les mesures dont la finalité et le contenu semblent prescrire une autre base juridique pourraient quand même être adoptées sur le fondement de l'article 122 si le contexte venait à l'exiger. Et donc, cette étude conclut que les mesures récemment utilisées à la suite de la pandémie et de la crise énergétique semblent matériellement, à juste titre, fondées sur cet article. Et donc, on voit là qu'il y a vraiment deux interprétations diamétralement opposées de la portée de l'article 122, paragraphe 1er. Alors, l'étude conclut néanmoins que, au regard précisément de la clause sans préjudice de, le Conseil ne motive pas à suffisance ces mesures. Et donc, il conseille de mieux protéger les prérogatives du Parlement en obligeant le Conseil et la Commission à motiver de manière explicite les mesures et les propositions au regard de cette clause sans préjudice. Il préconise aussi de conclure un accord interinstitutionnel en introduisant une consultation facultative du Parlement européen dans le cas de future adoption de mesures en application de l'article 122, en disant que c'est mieux que les pouvoirs budgétaires. Et l'étude conclut encore que les actes juridiques récemment adoptés constituent sans doute un changement de paradigme, car le Conseil semble indirectement poursuivre par ce biais une politique économique. Mais il ajoute, la politique économique est menée de manière secondaire, l'objectif principal demeurant, il met entre parenthèses en théorie, une réponse à la crise, comme en témoigne d'ailleurs le caractère temporaire de la plupart de ces mesures. Le Parlement européen, quant à lui, va adopter une résolution le 12 juillet 2023 où il s'inquiète que pendant la pandémie de Covid-19, le pouvoir exécutif ait eu la main sur les décisions d'urgence, ce qui a affaibli les compétences du Parlement et sa capacité à exercer un contrôle politique. Il estime qu'il est nécessaire de réévaluer les mesures mises en place pour sauvegarder les prérogatives du Parlement européen et demande instamment à la Commission au Parlement de limiter le recours à l'article 122 à des actions d'urgence et de plutôt utiliser dans d'autres cas des instruments prévoyant la codécision. Il appelle aussi à réviser l'accord institutionnel mieux légiféré pour accroître le rôle du Parlement européen. Et donc, on en était là en 2023. Et donc, maintenant, en 2025, le débat a ressurgi avec le fameux instrument Agir pour la sécurité de l'Europe, donc l'instrument SAFE, qui prévoit, comme je le disais en début d'exposé, une initiative financée de 150 milliards d'euros. Dans sa proposition,
la commission essaye de justifier le recours à l'article 122 et le recours est justifié. L'article 122 est à nouveau invoqué en manière globale sans indiquer spécifiquement lequel des paragraphes. Mais il y a dans les justifications, en tout cas, des éléments qui posent question. Alors, la commission évoque la détérioration brutale du contexte de sécurité depuis le début de l'année 2025, entendre l'arrivée de Trump au pouvoir, qui est un événement soudain et exceptionnel qui a des conséquences massives et potentiellement déstabilisatrices sur l'approvisionnement en produits de défense essentiels pour les intérêts de l'Union et de ses États membres en matière de défense et de sécurité. Donc là, on semble plutôt aller vers le paragraphe premier, difficulté d'approvisionnement. Et puis, il dit, le Conseil, dans un esprit de solidarité, pourra décider de fournir aux États membres qui le souhaitent un mécanisme d'assistance financière adapté pour faire face au contexte géopolitique sans précédent et aux défis connexes en matière de sécurité publique, ce qui justifie l'intervention au titre de l'article 122 comme instrument d'urgence. Et donc, dans la justification dans l'exposé général des motifs qui accompagne la proposition de la commission, on a un certain nombre d'éléments qui semblent indiquer que c'est plutôt le paragraphe premier qui est invoqué. Mais par contre, quand on va lire les considérants du règlement tel qu'il a été adopté en définitive, ce n'est plus si clair que ça. Premier élément, le règlement dit le 5 mars 2024, la Commission a adopté une proposition de règlement relatif à l'établissement d'un programme pour l'industrie européenne de la défense. Et donc, ce texte est d'ailleurs toujours en cours. Toutefois, depuis le début de l'année 2025, le contexte s'est fortement dégradé. Cette dégradation a accru le niveau de la menace pour l'Union et contraint les États membres à engager d'urgence des dépenses massives pour renforcer la base industrielle et technologique de la défense européenne. Et puis, elle ajoute, l'ampleur et la rapidité avec laquelle les États membres sont tenus d'augmenter leurs investissements en capacité de production, sont susceptibles d'avoir une incidence majeure sur les finances publiques des États membres à un moment où la pression sur les budgets de plusieurs États persiste. Cette situation exceptionnelle, et là c'est la phrase qui véritablement, moi, me fait tiquer, cette situation exceptionnelle qui n'est pas le fait des États membres et qui échappe à leur contrôle, justifie que l'Union prenne des mesures urgentes pour établir un instrument temporaire ayant pour but d'apporter une assistance financière sous la forme d'un instrument safe aux États qui veulent investir dans la production industrielle dans le domaine de la défense. Et donc, moi, ce qui me gêne un petit peu là, c'est que à la fois on a l'impression d'une surmotivation pour finalement expliquer pourquoi on a eu recours, qui fait que finalement on a des éléments de justification qui s'inscrivent dans la logique de tout ce qu'on a indiqué comme justification inhérente au paragraphe premier, et puis toute une série d'autres éléments qui sont inhérents au paragraphe 2. Et on a l'impression que quelque part, il y a une certaine contradiction interne. Et donc, c'est sans doute ces éléments qui font que le Parlement européen a jugé qu'il pouvait introduire un recours en annulation en soutenant que, puisqu'on se réfère au futur règlement sur
le plan industriel de défense, que la base juridique aurait été l'article 173 sur la défense, et à titre subsidiaire sur un manque de motivation. Et pour terminer, parce que je vois qu'il est déjà 17h30, je signalerai que on voit ainsi qu'il y a un malaise. Il y a un malaise au sein des institutions, un malaise clair au niveau du Parlement européen. Il y a aussi un malaise dans la doctrine et que donc on voit apparaître des propositions de réforme des traités. Alors, vous savez ce qu'on peut en penser. Je ne suis pas du tout sûre que l'heure soit à une réforme des traités, mais je dirais il y a différentes propositions qui ont été évoquées. La plus radicale est celle proposée par le Parlement européen dans sa résolution de novembre 2023 sur la réforme des traités, puisqu'il prévoit purement et simplement d'abolir, de supprimer l'article 122 et de reformuler complètement l'article 222, qui est la clause de solidarité, qui est que, et je lis, en cas d'urgence affectant l'Union ou un ou plusieurs États membres, le Parlement européen et le Conseil peuvent conférer à la Commission des pouvoirs extraordinaires, notamment pour permettre à celle-ci de mobiliser tous les instruments nécessaires. Et donc, en fait, on est en présence d'une disposition qui ressemble tout à fait à l'attribution de pouvoirs délégués à la Commission, mais qui serait liée à la procédure d'urgence, puisque le Parlement statuerait à la majorité des membres qui le composent, le Conseil à la majorité qualifiée, sur proposition du Parlement ou de la Commission, et la décision définirait le champ d'application, les modalités de gouvernance et la durée, et elle pourrait être révoquée. D'autres propositions ont été faites pour préciser davantage le type d'initiatives qui sont autorisées et les conditions qui doivent être remplies. Je dirais, et pour conclure, que si effectivement on peut imaginer des réformes, la grande difficulté va être que, incontestablement, l'article 122 a aidé l'Union à traverser des périodes de difficulté. Il a aidé à préserver la solidarité, la cohésion et l'unité entre les États membres. Et donc, toute réforme de l'article 122 devrait préserver cette capacité d'action de l'Union. Et donc, il s'agirait de préserver son potentiel opérationnel en corrigeant les excès. Maintenant, ne plus inscrire cet article dans la politique économique, comme c'est le cas actuellement, apparaît sans doute comme approprié, parce que ça permettrait de mieux prendre en compte d'autres crises, parce que, en définitive, c'est un peu ça maintenant la difficulté de la guerre en Ukraine, c'est que, voilà, en réalité, toutes les bases juridiques qu'on propose pour le moment pour renforcer la défense européenne sont un peu bancales, puisqu'il n'y a pas de réelle défense européenne, et donc, il s'agirait de peut-être avoir une clause d'urgence générale. D'autres propositions seraient de dire que la clause qu'on introduirait au minimum la consultation, voire l'approbation du Parlement européen, en insérant ça dans des délais extrêmement stricts. Donc voilà, il y a une série de pistes de réforme, mais je crois qu'on y verra plus clair, mais ce sera sans doute dans un horizon assez lointain, puisqu'il faudra attendre de voir ce que la Cour fera sur le recours au Parlement européen. Quant aux perspectives de réforme des traités, elles semblent peut-être encore plus lointaines que celles d'un arrêt de la Cour. Donc vous voyez, c'est vraiment une matière qui est encore en pleine friche et qui pose énormément de questions. Donc du coup, on va pouvoir ouvrir le débat.